Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Yves-Marie Lolland. Cette émission est diffusée en direct mercredi 24 octobre 2012 de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30 et jeudi 25 dans la nuit de minuit à 1h30. Elle est réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Oui, bonjour, chers amis, auditrices et auditeurs. Vous écoutez sur Radio Courtoisie, bien entendu, le journal d'Yves-Marie Lolland, qui aujourd'hui va être consacré à un thème dont l'intérêt n'échappera à personne, c'est-à-dire la Russie d'aujourd'hui. On en parle beaucoup, comme vous savez, en compagnie de deux experts, Monsieur Pascal Mass, qui est donc un expert sur la Russie et le monde soviétique depuis un grand nombre d'années, ex-conseiller du représentant des Tartarskan en France, vous nous expliquerez ce que ça veut dire, et puis également de Monsieur Romain Bessonnet, qui est secrétaire général du Cercle Aristote. Ce sont des titres qui sonnent haut et fort, je vous en félicite. Et malheureusement, M. Bessonnet connaît ce qu'on appelle la panne d'oreiller, si je comprends bien, est en train de dormir. Bon, mais peut-être qu'il arrivera en cours d'émission. Voilà, eh bien on va attaquer tout de suite, Monsieur Mass, parce que 1h30 est un temps très limité pour traiter de sujets aussi gigantesques à l'échelle de ce pays. Et vous savez sans doute que j'ai été pendant un certain nombre d'années président du comité économique de l'OTAN, où je m'occupais précisément, notamment, de l'Union soviétique, en long, en large et en travers. Donc c'est un pays qui me continue à me fasciner aujourd'hui. Et ma première question, c'est la Russie n'est plus la grande puissance d'aujourd'hui, qui prétendait rivaliser avec les États-Unis. Mais néanmoins, elle reste une grande puissance. Pourquoi reste-t-elle une grande puissance ? Alors tout d'abord, je tiens à saluer les auditeurs de Radio Courtoisie et vous remercier pour votre invitation et apporter quand même une petite précision sur le retard de monsieur... Excusez-moi, ne parlez pas trop vite parce que autrement les auditeurs qui sont comme moi proches de la tombe n'entendront rien du tout. Donc, je tiens à excuser Romain Bessonnet qui n'a pas une panne d'oreiller mais qui essaye de se garer dans le quartier et comme vous le savez, les encombrements à Paris sont absolument odieux. Absolument. Donc... Non mais je vous parlais 2 fois plus vite encore, parlez lentement. Bien, eh bien écoutez, on va je suis embêtant. Hein. C'est pas grave. Si, je suis embêtant, hein. Tout le monde me le dit. Alors. Vous avez dit que la Russie n'était plus la grande puissance. Ce n'est plus la grande puissance de jadis, voilà. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Ah. Parce que ce n'est plus la grande puissance militaire hégémonique sur une partie du globe, pour des raisons quelconques, politiques, militaires, etc. Mais c'est redevenu une grande puissance après un passage très difficile dans les années 90.
c'est redevenu une grande puissance à la fois au niveau de l'énergie, avec le gaz, avec On va creuser tout ça, hein. Ouais. Et aussi au niveau de la finance, parce que vous parlez des États-Unis qui sont extrêmement dramatiquement endettés, c'est pas le cas de la Russie. La Russie n'a zéro de dette. Il n'y a pas un rouble de dette. Ou alors une petite dette habituelle. Bon, c'est pas un expert de la banque comme vous, je vais apprendre qu'il y a des pays qui sont solvables et d'autres qui ne le sont pas. Donc à ce niveau-là, quand lors de son premier mandat, Vladimir Poutine a remboursé intégralement au Club de Paris la dette de la Russie, qui avait été comblée par l'augmentation du prix des matières premières, la Russie n'est pas en déficit. Il y a quelques régions qui sont en déficit, mais globalement, la fédération a du cash pour faire des investissements et pour se moderniser. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, à votre avis, la Russie reste une grande puissance parce qu'elle n'a plus de dette. Quelques réserves là-dessus, mais enfin, n'insistons pas. Mais je salue la présence parmi nous de Madame Joëlle Anne Robert, qui va donc nous apporter une assistance bien nécessaire, qui vient d'arriver avec toute la majesté qui est attachée à sa personne. Et je constate au passage qu'elle vient de s'acheter une nouvelle paire de gants beurre frais. C'est un détail qui va sûrement intéresser nos auditeurs. Bon, enfin, au moins nos auditeurs. Non, je suis là pour lire les messages. non, mais c'est très bien, c'est impressionnant. Alors, je reviens à nos moutons, c'est-à-dire, si on peut dire, je voudrais dire à nos nounours, mais enfin, bon. Est-ce que la Russie représente encore une menace pour l'Occident et pour l'Europe? En aucune façon. C'est un fantasme qui continue à perdurer depuis des années. Il n'y a aucune volonté, et c'est très clair, au niveau des politiques, au niveau des militaires, ou dans tous les centres de pouvoir, il n'y a aucune volonté de prendre main sur l'Europe, de se protéger contre d'autres dangers et notamment de participer à la lutte contre le terrorisme ou contre des choses comme ça avec l'Europe, ça c'est évident. Le président Poutine, comme le Premier ministre Medvedev et tous les acteurs de la vie politique le répètent à satiété. Mais il y a ce fantasme complètement incompréhensible qui veut que on voit encore la Russie comme l'URSS des années Brejnev. Ça n'existe plus. C'est terminé. La puissance arrogante, ça serait plutôt les États-Unis qui veulent imposer un bouclier antinucléaire complètement bidon sur des territoires de l'Europe centrale. Et la Russie se sent à ce niveau-là plutôt provoquée par ce genre de choses et souhaite au contraire amplifier la coopération avec l'Union européenne, avec l'Europe, l'Union européenne et pays ne faisant pas partie de l'Union, pour lutter conjointement contre d'autres dangers que sont le terrorisme, les intégrismes religieux et compagnie. Donc une menace pour l'Europe, certainement pas. Et jusqu'à ces dernières années, il y avait même une volonté qui était manifestée à chaque rencontre au sommet de plus coopérer au niveau industriel, au niveau même militaire, avec l'affaire des Mistral. Ça montre bien que la Russie n'est pas un danger, mais plutôt un partenaire, qu'on néglige. Oui, moi je crois que, en tant qu'ancien membre de l'OTAN, je crois que vous avez tout à fait raison. Et je constate parmi les relations que j'ai conservées avec mon ancienne maison, ce que j'appelle des réactions fossiles. C'est-à-dire qu'ils continuent à être obsédés par les schémas qui avaient cours dans les années 80 encore, mais qui sont complètement dépassés par les événements. Enfin, c'est très curieux d'ailleurs de voir comment les gens qui ont consacré une grande partie de leur carrière diplomatique ou militaire sur un thème donné, la défense des États-Unis, la défense de l'Europe contre l'URSS, on peine à comprendre que ce n'est plus le cas actuellement. La Russie n'est plus une menace, effectivement. Donc de ce point de vue-là, je souscris pleinement à ce que vous venez de dire. Alors j'enchaîne sur la question suivante, qui est également importante. Est-ce qu'on n'est pas en train, en fait, d'assister à une renaissance spectaculaire de la Russie? Et là, il va falloir décliner dans quel domaine? Dans le domaine économique, dans le domaine militaire aussi, encore que là, il y a bien des choses à dire. Mais ce qui est moins visible, en tout cas, mais qui est quand même très important aussi, la musique, la peinture, les ballets. Autrement dit, la Russie reprend. Bon, elle avait vraiment jamais perdu, mais sous le régime soviétique, c'était moins facile
de s'exprimer pour les artistes. Mais elle reprend dans le domaine artistique une place qui est vraiment considérable. Et qui est même d'ailleurs, à mon avis, qui rivalise avec celle des États-Unis et certainement avec celle de la France, où nous ne produisons que des torchons de papier, mais en matière de romans maintenant, et des films toujours les mêmes, et Papa, Maman, La Bonne et Moi, enfin vous voyez, c'est un niveau culturel auquel nous sommes tombés, mais c'est normal quand on est subventionné. Hein. Mais enfin, je reviens donc à la Russie. Ma question, est-ce qu'il n'y a pas une spectaculaire renaissance de la Russie? Et j'ai l'impression que si, quand même. Alors, si vous parlez du domaine culturel, évidemment, les années soviétiques ont été particulièrement handicapantes pour l'expression. Donc, l'expression libre se faisait par derrière, ce qu'on appelait les romans qui n'étaient jamais publiés, les samizdat, c'est-à-dire des livres qu'on laisse dans le tiroir. Bon, évidemment, tout ça, après 91, a complètement explosé. Donc, on a retrouvé même des œuvres, que ce soit en matière de peinture ou de partition musicale, qui avaient été créées dans les années 40 et qui n'avaient jamais été produites. Donc, l'expression même culturelle est en pleine effervescence. Bon, c'est normal quand on a été privé de quelque chose et que soudainement, il n'y a plus de privation. Avant, tout était interdit. Maintenant, tout est autorisé. Quoique, il y a certains groupes de musique qui sont assez tendancieux et je pense que ça va faire partie de vos questions. En ce qui concerne l'aspect militaire, etc., le pays est en pleine restructuration permanente. En restructuration de ses équipements, restructuration même administrative. Là, c'est presque fini, le chantier est pratiquement achevé. Mais dans le domaine militaire que vous avez abordé tout à l'heure, l'armée russe maintenant devient une armée efficace et qui a pour vocation de se défendre et de défendre ses alliés. Et non plus d'être un espèce de gros machin avec des milliers de chars dont la moitié est en panne parce qu'il n'y a pas de pièces détachées et du personnel qui n'est pas qualifié, qui ne sait même pas faire autre chose que d'utiliser une pioche et un balai. C'est fini. Maintenant, l'armée russe, c'est une armée professionnelle. C'est une armée qui n'a pas vocation à aller se promener outre-mer ou je ne sais quoi. Sa mission, c'est de défendre le pays et de défendre ses alliés quand ils sont agressés. Donc, vous savez de quoi je parle. Bon. Donc, là aussi, c'est un bouleversement fondamental pour le pays, y compris dans l'idée du pays. Il ne vous a pas échappé que la Russie est une puissance euro-asiatique. Donc, d'ailleurs, c'est symbolisé, l'aigle impérial, il a deux têtes. Il regarde du côté occidental et il regarde du côté oriental. Il ne faut pas oublier que pour les Russes, le danger, bon, évidemment, les invasions suédoises, polonaises, allemandes, turques, c'était essentiel. Mais c'est ce qu'on voit, nous, de l'Occident. Mais le danger, pour eux, c'est l'Est. C'est la Chine, c'est la Mongolie. C'est par là que sont arrivées les tribus mongoles qui ont demeuré pendant plusieurs siècles sur le territoire. 4 siècles. Voilà. Donc, et qui ont dirigé le pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a une barrière terrible entre l'Europe occidentale et centrale et puis l'Europe, la partie européenne de la Russie et tous ces territoires dont vous avez ri tout à l'heure quand on a parlé du Tatarstan. C'est très important dans l'histoire russe. Et même aujourd'hui d'ailleurs, au niveau administratif, au niveau culturel, au niveau économique, le Tatarstan, ça fait partie c'est comme si on parlait des châteaux de la Loire. C'est vous, un beau jeune homme qui arrive, avec le retard qui nécessairement accompagne les personnages importants. S'il s'agit de monsieur Romain Bessonnet, je présume. Vous présumez bien. Je présumais bien. Bonjour, chers auditeurs. Voilà. Donc, si vous voulez bien vous défaire et vous taire pour l'instant, parce que votre collègue, monsieur Mast, est en train de parler. Donc, pour en revenir à cela, le pays a une double vision. Et ses dirigeants aussi. C'est-à-dire que quand l'Europe les méprise, eh bien, ils regardent de l'autre côté. Et ça, c'est très clair, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est que aujourd'hui, l'Europe est en crise, ne présente pas un intérêt particulier par rapport au développement actuel et à la doctrine économique russe, et eh bien, les dirigeants parlent avec les gens du Moyen-Orient, avec la Chine, avec les pays d'Asie du Sud-Est, etc., qui sont pas empêtrés dans des histoires de crise, de manifestations, etc., et qui sont des partenaires pour la Russie. C'est un énorme pays, mais il n'y a que 146 millions d'habitants. Donc, il faut à la fois gérer un espace extraordinaire et puis une population relativement modeste par rapport à l'étendue du territoire.
Donc, pour pouvoir continuer cette requalification, ce renouveau de la Russie, il faut des partenaires fiables, pas des gens qui vous insultent tous les jours. Donc, oui, c'est évident. Donc, mais revenons, si vous voulez, à la renaissance dans le domaine militaire qui m'intéresse particulièrement en tant qu'ancien militaire, si je puis dire. L'armée soviétique comportait 13 millions de soldats il y a quelques années. Je crois qu'il y a eu une immense contraction au niveau des généraux, des officiers, des sous-officiers et des soldats. Et par ailleurs, l'on a essayé Poutine en tout cas, a essayé de renouveler les équipements qui étaient vieillis. Je crois qu'on me rappelait que lors de la guerre avec la Géorgie, les Russes avaient reçu une belle raclée et qu'ils avaient réussi à l'emporter uniquement par le nombre. Mais les Géorgiens, les tout petits, avaient quand même réussi à se défendre bel et bien. Bon, j'ai l'impression que les choses ont changé et que ce ne serait plus possible aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que, premièrement, il y a eu une réforme militaire suite à la guerre de Géorgie de 2008 menée par le ministre de la Défense, Serdyukov. Pour schématiser, la guerre de Géorgie, comme vous le disiez, avait montré deux grandes faiblesses dans l'armée russe. La première, c'est dans le domaine notamment des blindés de tout ce qui est unité mécanisée, avec des pannes de matériel, des pannes dans les armements à répétition. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'était surtout dans le domaine des transmissions. C'est-à-dire que les appareils de transmission dataient de l'époque soviétique pour la plupart, et qu'ils tombaient en panne, et que les officiers utilisaient leur téléphone portable personnel pour transmettre les ordres, en utilisant d'ailleurs le réseau géorgien, ce qui faisait que les militaires géorgiens en fait savaient tout ce qui se passait sur le champ de bataille côté russe. Donc il y a eu deux objectifs à la réforme de 2009-2011. Un, contracter encore plus après la réforme de 95, qui avait divisé le nombre d'officiers par 3 mois, non. On les a encore divisés quasi par 2. Et surtout, on a utilisé les économies réalisées en contractant le format de l'armée russe dans le renouvellement des matériels, notamment donc dans le domaine des transmissions et du matériel blindé. Il faut savoir que actuellement, l'industrie russe travaille donc sur le nouveau blindé léger, le BTR modernisé d'ailleurs avec les Coréens. Et que du Nord, sans doute. Non, du Sud. Ah, pardon. Du Sud. non, avec les Coréens du Sud. D'accord. Avec Daewoo, je crois, si ma mémoire est bonne. Et puis... Les nouveaux blindés légers. Oui. Vous savez que je suis un ancien militaire par la bande. Et donc, tout ce qui est militaire me fait dresser l'oreille. Et ça n'a rien à voir avec les monstres de jadis, les T14, les T24, les T36, les T... Enfin, non, ça c'est les ribambelles. Ça c'est fini, les tanks, ça c'est... là, on parle blindé léger, donc blindé à roues, qui... donc, le modèle soviétique s'appelait le BTR. Et on est en train de réaliser une substitution massive de une substitution massive de ces vieux BTR soviétiques avec du nouveau matériel, plus léger, donc plus efficace. Plus léger, avec des blindages renforcés, plus efficaces. Premier point. Et deuxième point, donc dans le domaine des tanks là, pour le coup, matériel plus lourd. On a le modèle le T80 qui arrive dans les unités petit à petit, et il est prévu d'avoir une nouvelle version en fait de ce blindé, qui n'est autre que la modernisation successive du T72 en fait, qui date, comme son nom l'indique, de 1900, enfin des années 70. Mais alors, je vais vous poser une question difficile à laquelle vous serez bien incapable de répondre, c'est pour ça que je vous la pose hier. C'est, première question, que diable fait-on de ces tanks qui sont hors d'usage? Il y en avait un paquet, il y en avait plusieurs dizaines de milliers. Qu'est-ce qu'on en fait? On en transforme en chewing-gum, ou en brosse à dents? Parce que moi j'avais été en mission, non pas en Russie, mais en Slovaquie, où j'avais vu de ces énormes trucs dans un coin, et j'avais aucune idée de savoir, on devait récupérer, j'ai Madeleine, les rondelles pour en faire du saucisson ou quelque chose, mais c'est quand même impressionnant. Deuxièmement, pour les tanks, bon, vous allez me donner la réponse, l'un ou l'autre, mais les hommes, vous parlez de contractions successives. Qu'est-ce qu'on fait de cette chair à canon inutilisée?
on la met en conserve, on les renvoie à la campagne, on les reverse dans la police, puisque ça représente plusieurs millions d'hommes, ça aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un vrai problème. Ah si, on en fait peut-être des professeurs d'anglais, mais enfin bon. Il y a une partie qui est retraitée dans le secteur de la sécurité privée qui a connu un boom dans les années 90 en Russie, et pour cause. Et on sait pourquoi. D'ailleurs, ce n'est plus très utile maintenant, étant donné que le niveau de sécurité a quand même général en Russie, c'est quand même accru dans les années, depuis que Poutine est au pouvoir. Mais ça fait partie des attributs de tout oligarque qui respecte son rang d'avoir une dizaine d'agents de sécurité autour de lui quand il se déplace. Ça, c'est un premier point. Une grande partie aussi sont recyclés donc dans les secteurs. Dans la police. Alors, c'est beaucoup moins le cas parce qu'il y a eu des expériences malheureuses après la guerre d'Afghanistan. On reprenait systématiquement les anciens officiers de l'Afghanistan quand le retrait avait été fait. Et ça donnait des gens psychologiquement assez instables. Hein. Et donc, l'expérience n'est pas reconduite de ce point de vue-là. Sinon, on les recycle aussi dans tout un tas d'administrations comme le ministère des situations d'urgence, par exemple, dans tout ce qui est la sécurité civile, qui là aussi connaît un grand boom, et on sait pourquoi. Du fait du vieillissement des infrastructures russes, il y a beaucoup d'accidents actuellement. Et puis enfin, on les retrouve dans le secteur privé. Et de toute façon, les officiers qui arrivent en fin de carrière ont ce qu'on appelle un paquet social. Quand ils quittent l'armée, c'est d'ailleurs la grande différence avec les vagues, comment on appelle ça en français, les vagues donc de licenciement des années 90, c'est que lorsqu'un militaire quitte l'armée actuellement, il a un appartement, il a plusieurs années de salaire qu'on lui verse devant lui, ce qui lui laisse quand même la possibilité de faire autre chose. De faire autre chose derrière. C'est ça. Bon, je vous interromps une seconde. Monsieur Mas, vous allez prendre la parole, mais je crois que l'on me demande de donner la parole pour un bobino, comme on dit dans notre langage. Non, vous écoutez le libre journal, vous écoutez Radio Courtoisie et vous écoutez le libre journal d'Yves-Marie Lolland, qui, pour parler de la Russie, a pour intervenant Pascal Mas, expert du monde russe-soviétique depuis 30 ans, ex-conseiller du représentant du Tatarstan en France, et Monsieur Romain Bessonnet, secrétaire général du cercle Aristote. Non, c'est le bobino, je regrette. Enfin, on écoute le bobino, puisque bobino il y a. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 18 novembre, nous célébrerons le 25e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 18 novembre, à 11h30, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2012 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 40 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 18 novembre, à 11h30, sur la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Vous vous souvenez en Arménie, les grands chars? Bon, je crois que nous reprenons le cours de nos émissions. Et Monsieur Mas, je crois que vous bouillez d'impatience de nous dire quelque chose. On vous écoute. Oui, en ce qui concerne, vous avez parlé de la restructuration de l'armée, etc. Bon.
il ne faut pas oublier qu'il y avait des millions et des millions de soldats. En vérité, ce n'était pas des soldats, c'était du personnel qui servait pour construire des usines, pour construire un tas de choses. C'était l'époque soviétique. Pour ramasser les pommes de terre. Pour ramasser les pommes de terre, pour tout un tas de choses qui n'avaient rien à voir avec une fonction militaire. Beaucoup de ces gens-là étaient issus des anciennes républiques d'Asie centrale. C'était de la main-d'œuvre à bon marché, en vérité. Tout ça, c'est fini. Bon, au niveau du renseignement. Les anciens officiers du KGB ou du GRU, eh bien, comme ils avaient une bonne expérience de l'étranger, ils se sont transformés en hommes d'affaires, avec les réseaux et compagnie. Donc, pour eux, tout va bien. Donc, aujourd'hui, l'armée russe, et je pense qu'on peut conclure là-dessus sur ce chapitre, l'armée russe devient une armée tout à fait traditionnelle, avec des experts, avec des ingénieurs, et avec du personnel réellement militaire, et non pas de la main. Il y a quand même d'excellents experts, ingénieurs. Naturellement. Parce que dans le domaine nucléaire, dans le domaine des fusées, ils avaient quand même réussi des prouesses. L'aviation et tout ça, c'est quand même... c'est là aussi où il y a un gros problème, c'est que en Occident, on voit la Russie comme un pays du tiers-monde. Il faut quand même pas oublier que c'est quand même eux qui ont lancé les premiers satellites artificiels. Ce sont eux qui ont développé un appareil comme le MiG-31 que même les Américains n'arrivent pas à copier. Donc on n'est pas dans un pays du tiers-monde avec du sable, des chèvres et puis du pétrole. C'est pas ça, la Russie. C'est un vrai pays moderne qui a été ralenti dans son expansion et dans sa croissance économique par un système qui décourageait toute initiative, c'est tout. Et puis je voudrais rajouter avant de terminer que dans la nouvelle réforme militaire, donc depuis 2009, il y a aussi un plan de montée en charge de ce qu'on appelle les kontratniki en russe, c'est-à-dire les militaires sous contrat qui n'existaient pas auparavant. Il faut savoir que jusqu'en 2005, tous les militaires de l'armée russe étaient soit des officiers de carrière, soit des adjudants de carrière, et le reste, soldats et sous-officiers, étaient uniquement donc des militaires du contingent, ce qu'on appelle les prizivniki en russe. Ce qui pose des problèmes. Ce qui pose... Aujourd'hui, parce que comme je l'ai lu quelque part, mais vous allez me confirmer, vous avez dans le militaire de contingent, les privilégiés ne font pas le service militaire. Oui. Ça, c'est pas aux États-Unis non plus. George Bush n'a jamais fait son service militaire. Mais il y a deux catégories de soldats recrutés. Il y a ceux qui viennent de milieu à peu près convenable, et puis il y a les voyous. Alors les voyous font subir des brimades effroyables au premier groupe, à telle enseigne que le nombre de suicides atteint des proportions inouïes, quoi. Inouïes. Et apparemment, on ne peut pas faire grand-chose contre cela. Alors, premièrement, ce que l'on appelle donc la Diedovщина, on appelle ça en russe, c'est-à-dire le pouvoir des grands-pères. C'est-à-dire que un militaire du contingent qui arrive à la fin de son service militaire, il faut savoir quand même qu'à l'époque soviétique, le service militaire a duré jusqu'à 3 ans dans les années 60. Ensuite, ça a été ramené à 2 sous Brejnev et à 1 an et demi sous Gorbatchev. Donc les soldats restaient très longtemps dans les casernes et ceux qui étaient près de la fin étaient ceux que l'on appelait les grands-pères. Et les nouveaux arrivants en fait subissaient des brimades, devaient servir ces grands-pères qui étaient en plus pour la plupart presque tous des sous-officiers ou des caporaux. Dans les années 90, la discipline s'étant affaissée considérablement du fait que les officiers passaient, d'après les statistiques, uniquement un quart de leur temps dans les casernes. Le reste, ils le passaient à ou travailler dans le civil ou à faire des activités autres pour trouver un complément de revenus. Ou à vendre des munitions, comme ça a été le cas en Tchétchénie par exemple, les soldats livrés à eux-mêmes, ils s'amusaient comme ils pouvaient. Se sont amusés comme ils pouvaient avec les nouvelles recrues. C'était épouvantable comme situation. C'était ce qui était épouvantable. Et bon, il y a eu des scandales au milieu des années 2000, notamment avec un jeune soldat qui s'appelait Sitchov, qui a été battu à mort par deux anciens, tout simplement. 2 anciens, ça évoque tout simplement. Les pompiers de Paris, ça. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a commis un grand émoi dans les sociétés russes, notamment les associations de mères de soldats,
mais aussi les syndicats d'officiers en Russie, parce que les officiers sont aussi syndiqués depuis la perestroïka, ce qu'il faut savoir, ce qui est très drôle d'ailleurs. Donc se sont insurgés contre cette situation-là. On a pris des mesures, notamment on a réinstauré donc les aumôniers dans les casernes qui avaient été supprimés sous la Révolution sont revenus, parce qu'on pense que si on donne un encadrement spirituel aux soldats, ils seront moins tentés de faire ce type de choses. Bien sûr, les officiers ont eu les salaires augmentés petit à petit, d'année en année, ce qui fait que maintenant, ils n'ont plus besoin de trouver des activités diverses à côté de leur travail et qui sont pleinement dans leur caserne. Ils ont besoin, en tout cas. Et troisièmement, on a créé une police militaire en Russie qui n'existait pas à l'époque pour amener l'ordre dans les casernes. Et il faut savoir donc que ces faits, d'après la procurature militaire, ont été divisés par 4 en 5 ans à peu près, et que même si des faits existent encore, c'est beaucoup moins le cas que par le passé. Bon, je vous interromps là parce que je vous remercie de ce petit couplet militaire qui est cher à mon cœur, mais je ne suis pas sûr que nos auditeurs soient tous d'anciens officiers. Je leur souhaite, mais après tout, personne n'est parfait. Et je me tourne vers vous, Monsieur Mast, qui est un éminent expert, donc tous azimuts, vous, pour que vous nous parliez du pétrole, qui continue à couler d'abondance. Et c'est ce qui a sauvé quand même la mise, si je puis m'exprimer ainsi, depuis une quinzaine d'années à la Russie, avec le relèvement massif des cours du pétrole. Alors c'est exact. Le pétrole est une des ressources les plus importantes, ressources naturelles les plus importantes de Russie. Mais c'est pas tellement le pétrole qu'on peut trouver un peu partout d'ailleurs, que ce soit au Moyen-Orient ou en Amérique latine ou maintenant dans le nord de l'Écosse. C'est le gaz qui est la ressource naturelle stratégique. Plus important que le pétrole ? Nettement plus. Ah bon ? Voilà. Parce que l'acheminement du gaz est à la source de nombreuses controverses, et notamment d'interventions américaines, avec la construction des gazoducs qui passent sous la mer Baltique et le Nord Stream, qui part de la banlieue de Saint-Pétersbourg et qui arrive dans la banlieue de Hambourg. Hambourg, en Allemagne. Voilà. Rien que ça. Oui, il a été inauguré l'année dernière, le 7 novembre, ce qui est assez intéressant, parce que c'est le jour de la révolution d'octobre. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre, et comme c'est pas le même calendrier, on ne peut pas considérer que nous parlons de la révolution aujourd'hui. Mais c'est le 7 novembre, que l'année dernière, que ça a été inauguré par Medvedev et par Angela Merkel, dans le silence le plus total. Personne ne s'est aperçu qu'il y avait un gazoduc qui partait directement de Russie, qui arrivait directement en Europe. Donc ça, personne s'en est aperçu. On avait autre chose à faire. Vous savez quelle est l'actualité en France. Oui. Donc on a des sujets beaucoup plus importants à gérer que de savoir pourquoi l'Allemagne peut se priver de son énergie nucléaire, parce que Madame Merkel a le gaz sur le robinet de sa cuisine. Bon. Et il y a l'autre tube qui passe par le sud, qui a pour vocation d'amener le gaz vers la Grèce. Grand pays en plein développement. Voilà. Et donc qui pose beaucoup plus de problèmes parce que c'est celui qui passe par la Géorgie, non? Voilà. Exactement. Donc là c'est beaucoup plus difficile, et nos amis américains font tout ce qu'il faut pour essayer de faire capoter l'opération. C'est que ce tube-là, il y a eu plusieurs endroits pour le faire passer, et la guerre géorgio-russe de 2008 n'est pas non plus un cas isolé par rapport à ce contrat industriel et stratégique d'approvisionnement de l'Europe du Sud par le gaz russe. Voilà. Donc les ressources pétrolières, c'est important, mais le gaz, c'est plus important. Combien de temps, gars, on a une idée des réserves qui permettent d'espérer? Plus d'un siècle, largement. Plus d'un siècle? Oui. Et puis alors là, on a découvert en plus elle était connue à l'époque soviétique, mais redécouvert l'existence d'un bassin minier de diamants. Oui, j'entendais parler de ça. Qui correspond rien que... Oui, mais ce sont des mauvais diamants, je crois, non? Quoi qu'il en soit, ça correspond à l'ensemble des réserves mondiales. Bon,
alors des mauvais diamants, c'est peut-être parce qu'ils sont rouges, mais en tout cas, ils sont très chers et très rares, voilà. les diamants. Si je comprends bien, Donc, Dieu a mal fait les choses. À nous, il n'a rien donné, et à eux tous. Il y a du charbon, il y a des ressources naturelles pratiquement... Enfin, elles sont pas, non, rien n'est illimité. Mais en plus... Il y a une discussion à propos de la mer de l'océan glacial arctique, parce que la Russie a des prétentions sur une partie de la zone, et les changements climatiques font aussi que ça va ouvrir comme on appelle ça, le passage du Nord pour les bateaux. Donc il y a encore des zones au climat extrêmement rigoureux qui sont exploitables en matière de ressources naturelles, énergie et mines. De toute façon, avec le réchauffement climatique, là aussi, j'ai rien inventé, hein, il semblerait que les zones agricoles vont pouvoir reculer vers le nord considérablement. Alors oui, d'ailleurs, vous avez vu au cours Adieu les rennes, mais enfin bon. Vous avez vu au cours des dernières années les inondations, tout un tas de catastrophes naturelles qui étaient même pas pensables. Le permafrost le permafrost qui fond et qui libère des gaz qui tuent la végétation et les animaux. Il y a des catastrophes naturelles qui sont inimaginables ici en Europe. Qui sont liées au réchauffement climatique. Absolument. Ils vont construire uniquement sur pilotis alors. C'est-à-dire qu'il y a des zones où, par exemple, il fait pas assez froid, donc les animaux, les ours par exemple, ne peuvent pas se réfugier dans leur grotte parce qu'elles sont inondées, parce que il n'a pas fait assez froid, donc les bêtes sortent dehors. Et donc enfin, pour une fois, on peut dire on a vu des ours dans les rues des villes, mais ça c'est rien à voir avec les fantasmes. Moi, je voyais les aspects positifs là, et vous voyez les aspects négatifs, les inondations, création de marais, difficile évacuation des eaux. Mais quel est, si vous voulez, le bilan de tout ça? C'était un bonus pour la Russie. De toute façon, sur le plan agricole, je reviens... Vous savez qu'en fait, ce qui a ruiné l'Empire soviétique, ça je vous apprends rien, c'est la défense, les dépenses de défense, et l'agriculture. Ce dont on ne s'est pas rendu compte. L'agriculture était un puits sans fond. Bon, la défense, on vient d'en parler, les choses vont mieux. L'agriculture, ça va mieux aussi quand même. Alors l'agriculture, ça va mieux, oui, heureusement, mais il faut pas oublier que dans la fin des années 60, l'agriculture russe, soviétique était de niveau comparable à l'agriculture occidentale. C'est simplement le système qui a fait que les gens n'étaient pas motivés pour travailler dans les kolkhozes, ils préféraient travailler sur leur territoire personnel, que les récoltes n'étaient pas faites en temps et en heure parce que c'était les agriculteurs de l'époque soviétique, c'était des fonctionnaires, hein, donc quand c'est l'heure, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, on rentre à la maison, on laisse pourrir les produits sur place, ou alors ça traîne dans des silos c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait un immense gaspillage. La production était là, mais il y avait un gaspillage absolument éhonté. Lors de la fin du système soviétique, là aussi il y a eu un gros coup de froid, si je puis dire, c'est que on a privatisé les kolkhozes et les sophroses. Bon, c'était plutôt des kolkhozes. Bon, il y a eu des phénomènes absolument catastrophiques, par exemple au niveau du bétail. Comme on n'arrivait pas à indemniser un agriculteur, enfin un kolkhozien, on lui donnait une vache. Bon, je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on peut faire d'une vache dans un salon. Donc, les bêtes ont été abattues et tout d'un coup, tout le cheptel a disparu. Et il a fallu le reconstituer. Et ça, c'est manger quand même. Bien sûr, mais c'était un coût. Mais je veux dire par là, c'est que non seulement l'agriculture maintenant est repartie dans le bon sens, en plus, il y a une coopération avec certains autres États occidentaux. Malheureusement, la France n'est pas au niveau qu'elle devrait avoir là-bas. Mais il y a des coopérations et ils sont en train de construire une agriculture moderne. Donc ils sont passés d'une espèce d'agriculture complètement irrationnelle à une force agricole de premier plan. Ils commencent à reconstituer des kolkhozes, enfin d'immenses exploitations. C'est plus le lopin de terre d'autrefois, ça. Non, mais le kolkhoz, c'est une organisation administrative. Ça n'a rien à voir avec une grande exploitation. Dans le sud de la Russie, il y a toujours eu des grandes exploitations où vous mettez 5 moissonneuses-batteuses en batterie les unes à côté des autres, et le premier virage à 35 km. Donc, le Tchernosium, non? Le Tchernosium, voilà. On appelait d'ailleurs l'ancien ministre Terre Noire, on l'appelait Tchernosium. Voilà. Ce qui était montré l'esprit de nos prédécesseurs. Donc maintenant, il y a encore une petite faiblesse sur la conservation et sur la transformation. La transformation, voilà. C'est transformation. Oui. C'est-à-dire, au fond, le passage des produits bruts à des produits alimentaires. C'est ça.
exactement. Donc là, il y a de gros efforts. Il y a 2 ans, la Russie était l'invité du salon de l'agriculture à la porte de Versailles, et il y avait d'énormes délégations qui venaient de certaines régions de République, j'en ai accompagné une, qui avaient mis dans leur priorité de rationaliser l'agriculture et surtout libérer les initiatives individuelles. C'est-à-dire que maintenant, il y a des petites exploitations privées qui peuvent s'allier avec des partenaires étrangers. Alors c'est pas les Français, ils n'ont toujours rien compris, les Français. Donc avec des Suédois, avec des Allemands, avec des Italiens, des Américains. Sérieux, quoi. Voilà, des gens qui, quand on parle de l'agriculture suédoise, quelquefois ça fait rire. Mais non, eux, ils louent des terres, ils sont pas ennuyés par Bruxelles, ils produisent ce qu'ils veulent. Enfin c'est le paradis, ça, sans Bruxelles. C'est comme ça. Paradis sans Bruxelles. C'est comme les moustiques au Canada, on a toujours sur le dos, quoi. Donc maintenant, Madame Jean-Robert, voulez-vous faire Bobino ou les annonces, vous adorez ça? Non. Et tout le monde, allez-y, il faut le faire. Mais non, il faut il y a tous pas les de quarts d'heure, message. tous les 3 minutes. Allez, je veux vous entendre. Vous êtes sur Radio Courtoisie, Allez. le libre journal vous écoutez le libre journal d'Yves-Marie Lauland, qui reçoit Pascal Masse, expert du monde russe soviétique depuis 30 ans, ex-conseiller du représentant du Tartastan en France, et Romain Bessonnet, qui est secrétaire général du Cercle Aristote. Et nous parlons de la Russie. Excellent. Bon, est-ce que vous avez des questions? Non. Excellent. Alors on continue. Nous allons rentrer, Monsieur Masse et Monsieur Bessonnet, dans une partie plus délicate, parce que politique. Là, vous avez magnifiquement dressé la fresque des infrastructures, des capacités, etc. Mais maintenant, parlons politique. Alors, on a beaucoup, vous le savez, les autres, critiqué Poutine, que l'on a diabolisé. Comme nous adorons diaboliser Radio Courtoisie, ou alors le Front National, ou alors les identitaires. Ça, c'est un art français de la diabolisation. Ça vaut très largement les dominicains d'autrefois. Alors, il est exact que cet étrange ballet, Poutine-Medvedev, était un peu curieux. Enfin, ça ressemblait, je crois que ce sont des diabolos, non? Ces espèces de poupées qui quel que soit le sens où on les met, elles se remettent toujours debout ou couchées. Vous ne connaissez pas les diabolos? C'est tout à fait mort. Mais enfin, on voyait donc soit l'un au sommet, l'autre un peu en dessous, soit quelques années après, renversement de situation, etc. Bon. Pourquoi pas, hein. Moi, je trouve que ça ne me dérange pas du tout, hein. Sauf que si je voyais, pour dire la vérité, là, je vous dois un instant de vérité, si je voyais Hollande par exemple, Hérault revenir comme ça, tous les 5 ans au pouvoir, je ne suis pas sûr que je serais aussi satisfait. Mais enfin, bref, passons. C'est une hypothèse qui n'est pas pour l'instant d'actualité. Alors, Monsieur Masse, puisque vous êtes politologue, il n'en reste pas moins que Monsieur Poutine est très populaire. On le voit se promener tout nu sur un cheval du matin au soir, ou plonger sous les eaux, glauque, en train de ramener des amphores qui ont été placés là, d'après ce qu'on dit, la veille. Mais enfin, ce sont les mauvaises langues qui existent là. Hein. Et qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, par le ton ironique que vous employez, cher ami, j'ai l'impression d'être à une conférence de Sciences Po avec Monsieur Glucksmann. Ah. Ou alors avec Madame Marie Mandras, ou ces gens-là qui ont un amour immodéré pour la Russie, mais une détestation totale pour Vladimir Poutine. Voilà. Alors, cette histoire de Poutine-Medvedev, Medvedev-Poutine. Il ne faut pas oublier que les deux compères se connaissent depuis toujours. Ah. Ils ont travaillé ensemble à la mairie de Saint-Pétersbourg. Ils s'entendent très bien. Ils ont fait des parcours assez proches. Et pourquoi ça ne gêne pas en Russie? Parce que d'abord, les Russes ne sont pas des obsédés de la politique. Ils s'en fichent complètement de savoir qui est le patron, pourvu qu'ils puissent aller acheter une voiture et manger tous les jours. Il ne faut pas oublier quand même de quel régime ils sortent. Donc, la priorité, c'est pas de savoir si machin est plus démocrate que l'autre, mais c'est de savoir si les pensions sont versées, si les trains fonctionnent, si les avions volent et si les gens peuvent partir en vacances tranquillement. Ça, c'est leur priorité absolue. Et c'est dans toutes les classes. Que ce soit les classes moyennes qui sont en plein développement, bon, malgré la crise de 2008, mais ou les gens qui ont des fortunes considérables. Ils s'en moquent éperdument de savoir, pourvu que le pays soit dirigé.
Parce qu'il y a deux choses qui sont une phobie chez les Russes. C'est le bazar. Ils ont eu une époque à la fin du XVIe siècle qui s'appelle le temps des troubles. Et qui était bon, c'est à la fin du quoi, du 19e siècle. Non, 16e. Donc le règne de Godunov, enfin l'arrivée entre le règne de Godunov, les faux tsars et les vrais tsars. Voilà. Donc et il y avait des faux tsars, il y avait des imposteurs en fait qui sillonnaient la Russie. Il y avait des faux tsars. Oui, comme il y a des faux papes, évidemment, ou les voilà, genre. Voilà. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est alors ça c'est une angoisse qui même aujourd'hui existe encore, mais bon, heureusement ce danger est écarté. C'était la guerre civile, parce que la guerre civile entre les rouges et les blancs, ça a laissé des traces considérables. Et donc à l'époque Yeltsin et un petit peu avant l'époque du très misérable Gorbatchev, qui est encensé ici, bien sûr, mais si on prononce son nom en Russie, il vaut mieux courir vite. C'était une phobie totale. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un type, un tsar, un Poutine, qui tient le pays, plutôt que le bazar. Donc c'est pourquoi, en plus, un type qui... Alors vous avez parlé des mises en scène, etc. C'est pas gênant là-bas, ça fait rire ici, mais c'est pas gênant. Hein, bon, dans les histoires de Monsieur Strauss-Kahn, on fait rire ici, mais aux États-Unis, ils ont trouvé ça scandaleux. Bon argument. Bon, donc il faut se mettre dans l'état d'esprit de peuples qui ne sont pas rationnels, qui ne sont pas cartésiens et qui n'ont pas de la prétention de donner des leçons de moralité et de politique au reste de la planète. Oui, bien sûr. Donc, que Poutine soit, au contraire, ça montre que c'est un type dynamique, qui fait du judo par rapport au Kakoshim de l'époque soviétique. Je peux vous assurer que ça change l'image du chef de l'État. Hein, donc, il a une plastique extraordinaire, d'après les photos que j'ai vues. Bon, c'est quand même un champion de judo. Pour les dames, c'est important. Vous savez. Ça. Écoutez-vous, c'est 50% des votes, non? Oui. Je ne suis pas sûr que M. Hollande. Enfin, bref, de toute façon, je dérape là, dérape. Toutefois, Vladimir Poutine bénéficie d'une popularité réelle. C'est pas du traficotage, parce que il est le patron. Hein. Et donc, quand il fait marcher à la baguette les oligarques, la population apprécie. Quand il dit on agresse un de nos peuples dans le sud, qui s'appelle l'Ossétie du Sud, on intervient parce que c'est alors je développerai ça après si vous le voulez bien. L'étranger proche et l'étranger lointain. C'est un concept. C'est un Valstein, ça. Oui, mais ça existe toujours. Et même dans des documents officiels ou même des entreprises qui exportent, on parle de l'étranger, y compris l'étranger lointain. Bon, ça c'est un concept politique. Diplomatique russe particulièrement intéressant. Donc là, la popularité de Vladimir Poutine, elle est normale, elle est sincère, c'est parce que c'est le patron. Bon, alors évidemment, il peut y avoir quelques anicroches. Mais ceux qui vomissent dessus en permanence, ce sont soit des étrangers qui résident à Moscou, des journalistes qui font leur papier en direct du bar de l'hôtel Méridien et qui traversent pas le périphérique, sauf pour aller prendre l'avion à Sheremetyevo. Mais c'est pas des vrais gens. C'est pas des gens c'est les diplomates, ce sont des gens qui vivent dans un milieu très confiné, d'expatriés et compagnie. Mais sinon, les Français, j'en connais beaucoup, et on est en contact bien souvent sur les réseaux sociaux comme Facebook et compagnie. Il y a des Français qui habitent en Russie, qui ne voudraient pour rien au monde revenir ici. Parce que, vous savez, là-bas, tant que vous ennuyez pas le patron, vous pouvez faire ce que vous voulez pratiquement. Il y a beaucoup de pays comme ça, tant que vous... Mais on risque pas de se faire cogner à chaque coin de rue par des bandes armées? Vous parlez de quelle époque, de quel siècle, Yves-Marie? Non, je parle d'aujourd'hui à Moscou. Mais bon, c'est bien de colporter ce genre de fantaisie. Il y a eu une période Vous avez quand même une campagne de presse sur ce thème et bien d'autres encore d'ailleurs. Mais vous avez quand même raison, parce qu'il n'y a aucune raison de faire la morale à Poutine et à son machin, alors que l'on voit par exemple Bush, l'ancien président qui a été mis à la présidence par le vote d'un juge suprême de la Cour, alors que le décompte des voix était plus qu'incertain, alors que l'on connaît en France le parlementarisme oligarchique cher à Yvan Blot, qui est familier de nos antennes. Là, je crois qu'effectivement, on ferait mieux de balayer dans notre porte avant d'aller envoyer des flèches sur Poutine. Et puis on nous dit aussi très souvent que par exemple, il n'est pas normal que dans un pays, ce soit le même parti qui dirige pendant plus de 10 ans.
Il faut quand même rappeler que en Suède, les sociodémocrates ont dirigé le pays de 1934, si mémoire est bonne, jusqu'à 1978 ou 79, sans interruption, et personne n'a dit que la Suède était une dictature à cette époque-là. Le Parti libéral-démocrate a dirigé le Japon depuis la fin de la guerre jusqu'en 2008 ou 2009, si mémoire est bonne. Voilà. Donc et la démocratie chrétienne italienne aussi. Oui, et la démocratie chrétienne italienne a été sans cesse au pouvoir. L'application de la démocratie au Moyen-Orient, effectivement, on peut se poser des questions. Enfin, non, je crois qu'effectivement, de ce côté-là, l'important, comme vous le rappelez, c'est que finalement les Russes soient satisfaits du système actuel. On va revenir d'ailleurs sur l'opposition, mais je crois que Madame Joëlle Anne Robert, qui brûle de prendre la parole, et je la comprends, va nous poser quelques questions pertinentes. Elles sont toutes pertinentes, hein, de nos lecteurs et surtout les lectrices. Je préfère les lectrices, mais enfin bon, c'est une faiblesse. Bon, alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal d'Yves-Marie Lolland, qui reçoit Pascal Mas et Romain Bessonnet pour parler de la Russie. Une auditrice. Les poupées qui reprennent leur axe quand on les couche s'appellent des culbutos et non diabolos. Culbutos. Oh, madame, merci. Je cherchais ça depuis tellement d'années. Voilà. Au moins, vous avez appris quelque chose. Voilà. Vous n'avez rien appris du tout. Heureusement qu'il a une lectrice pour nous corriger. Culbutos, j'adore. Bon, une auditrice. Très intéressante émission. J'ai la plus grande admiration pour Monsieur Poutine. Que n'avons-nous à la tête de la France ? Un homme qui aime son pays et dont on peut être fier. Hélas, ce n'est pas le cas de nos fantoches. Ça, c'est sûr. Une auditrice. J'ai entendu lundi sur Radio Courtoisie un ancien diplomate qui parlait de la Russie et qui précisait que les Chinois étaient en train d'envahir la Russie par le sud-est et qu'ils allaient être obligés de se tourner vers l'ouest et de s'allier avec l'ouest parce qu'ils n'avaient plus assez de moyens humains et économiques pour sauvegarder le sud-est et l'ouest. Qu'en pensent les invités ? Un auditeur, que va faire la Russie pour aider la Serbie à récupérer le Kosovo, qui est une province serbe ? Ça, je prends. Bon, voilà deux magnifiques questions. D'abord, Monsieur Mas, sur l'invasion chinoise, le péril jaune. Alors voilà, on en a parlé au début de cette émission, si les auditeurs s'en souviennent. C'est une constante aussi, c'est cette inquiétude de cette masse considérable que représente la Chine par rapport au vide quasi-sidéral de l'extrême-orient russe. La crise économique et la fin de l'URSS a pratiquement vidé des villes entières de l'extrême-orient, donc à la frontière chinoise, du côté japonais, etc. Donc les gens se sont rapatriés sur Moscou, sur Saint-Pétersbourg et sur la partie européenne de la Russie. Pourquoi ? Parce que les gens qui vivaient dans ces régions, et c'était la même chose pour le Grand Nord, y avaient été envoyés et ils avaient des rétributions qui étaient considérablement supérieures à celles qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient restés dans leur région d'origine. À partir du moment où l'État n'était plus en mesure de les rétribuer pour des missions qui n'avaient même plus de raison d'exister, ils sont repartis dans leur région ukrainienne, russe, balte et compagnie. Donc ça a laissé il y a des villes fantômes dans cette région. J'ai vu des documentaires là-dessus. Bon, alors évidemment, quand il y a de la place d'un côté et puis que quand on est serré de l'autre, il y a un petit peu ça grince au niveau de la frontière. Donc, il y a effectivement un mouvement venu de Chine vers ces régions-là, qui a d'ailleurs occasionné des gros soucis dans certaines villes parce que les Russes se retrouvaient dans des villes chinoises. C'est-à-dire qu'il y a une tentative. C'est exactement la situation dans la Seine-Saint-Denis en France. Chinoise ? Pas chinois, mais vous voyez qui je veux dire, sans doute. Très bien. Alors pour revenir aux Chinois, au début du mois de septembre, le Premier ministre Medvedev a fait une déclaration tout à fait anodine, enfin qui n'a pas été repris par grand monde ici parce que personne ne comprend ce qui se passe en Occident. Il a dit que, quelques mots près, qu'il fallait veiller à ce que certains territoires de la Fédération ne soient pas envahis par des citoyens d'origine étrangère. Et je crois savoir qu'à Pékin, on a bien compris ce que ça signifiait. Et donc, il y a eu un mouvement de reflux de gens qui s'étaient installés dans des villes comme Irkoutsk, Nakhodka ou Vladivostok et qui sont repartis en Chine. Je crois qu'ils ont bien compris le message. Vous voyez, les Russes ont aussi cette faculté de sous-entendre des choses, et quand on les comprend pas, c'est beaucoup plus douloureux.
Moi, j'avais vu un documentaire où l'on voyait une Russe splendide, d'ailleurs, qui avait épousé un Chinois, parce que son mari russe buvait et la cognait, alors que le Chinois était tout petit, mais il la cognait pas. Donc elle trouvait ça beaucoup plus sympa. Ça se comprend, après tout, vous savez, les femmes sont d'une faiblesse. Vous vouliez prendre la parole, monsieur? Oui, c'était sur le sujet de la Serbie. Je crois que c'est l'une des grandes... Alors, c'est l'une des grandes pommes de discorde entre notamment les pays occidentaux et particulièrement la France et la Russie. C'est que pour les Russes, la Serbie, la question de la Serbie et du Kosovo est quasiment une affaire intérieure pour eux. C'est-à-dire que les Russes depuis 1999 n'ont jamais digéré les bombardements de l'OTAN sans mandat de l'ONU et sans leur avoir demandé leur avis pour quoi que ce soit. Ils n'auraient pas été d'accord. Hein. Et d'ailleurs, ça a été, pour moi, c'est l'un des traumatismes qui a motivé l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, c'est que en 99, quand on allait en Russie lors des bombardements de la Yougoslavie, le premier Russe de la rue qui vous rencontrait, qui savait que vous étiez français, il vous disait mais pourquoi vous nous faites ça? Et vous répondiez quoi? Et moi je répondais c'est pas moi. Je suis contre. Quelle sagesse. Non mais donc ça c'est une première chose, c'est-à-dire que ça a été la douche froide vis-à-vis des Occidentaux qui avaient très bonne presse dans les années 90, on voulait être comme eux, ils allaient nous aider, c'était des gens formidables. En 99, campagne de bombardement sur les frères serbes, ça a douché tout le monde, et d'ailleurs ça a permis de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, d'après moi. Ça c'est un premier point. Et un deuxième point, donc sur le Kosovo, bien sûr, il y a donc la Russie n'a jamais digéré la question, donc le Kosovo indépendant, elle ne le digérera pas. La communauté serbe du Kosovo, par exemple, a donné le titre de citoyen d'honneur de Mitrovica à Vladimir Poutine parce que il a aidé le peuple serbe du Kosovo beaucoup plus que son propre gouvernement. Et de plus, la Russie envoie des tonnes d'aides humanitaires pour aider les Serbes orthodoxes à rester sur leur terre au Kosovo, ce que ne fait pas ou plus le gouvernement de Belgrade, même si ça a changé dans les derniers mois. Qui gère tout ça. Non, mais de toute façon, là, je crois qu'on est tous d'accord, l'Occident et les États-Unis ont eu depuis 91, depuis la chute du mur de Berlin, une attitude impérialiste vis-à-vis de l'Europe de l'Est d'une part et vis-à-vis de la Russie. Ça c'est clair. Je me tourne vers Madame Joëlle Anne Robert. Je crois que c'est l'heure du culbuto, je crois. Enfin du bobino, je veux dire. Et il faudrait peut-être donner... Non, c'est pas ça. Mais non, le bobino, il passe une fois par émission. Ah non, mais pour moi, je suis traumatisé. Maintenant, c'est toutes les minutes. Hein. Mais non, le bobino, il annonce le déjeuner du 18 novembre. Ah ben, d'accord, mais il faut en parler, mon Dieu. Un déjeuner, c'est important. Enfin, voilà. Par contre, j'ai un message d'un auditeur. Ah. De Gaulle avait compris ce que les États-Unis ne voulaient surtout pas que nous sachions. Entre guillemets, l'impossibilité pour la Russie, du fait de l'immense faiblesse de son économie, d'entreprendre un conflit armé avec l'Europe. Mais les États-Unis, dans leur ambition de suprématie mondiale, ont besoin de maintenir et renforcer l'OTAN en Europe. Exact. Alors tout ça, c'est né d'une imposture et surtout de la grande capacité de l'URSS de l'époque à donner l'impression qu'ils étaient puissants. Alors que, comme l'a dit tout à l'heure Romain Bessonnet, dans tout le matériel militaire, il y avait pratiquement un tiers qui était exploitable, tout le reste était en panne. C'est la même chose pour les tracteurs, pour les avions, pour n'importe quoi. Donc, les Américains et la CIA, comme l'avait dit d'ailleurs Richard Nixon, qui ne serait pas capable de trouver la lettre A dans un dictionnaire, la CIA est restée sur ce mythe que l'URSS était une puissance méga tentaculaire et puissante et qu'il fallait absolument les affaiblir et renforcer la mainmise sur l'Europe et sur l'Afrique, avec l'OTAN en particulier. Donc ça, c'est le résultat d'une imposture.
Et les Russes n'avaient pas. Enfin, il y a eu une période qui était un petit peu tendue quand même. Mais il y avait, si la Russie, enfin si l'URSS était venu pour s'installer en Europe, c'était pas pour asservir les gens, c'était pour piquer les ressources qu'ils n'étaient pas capables de produire ou qui étaient en train de pourrir dans les champs et compagnie. C'est-à-dire qu'il y a eu une période effectivement, fin des années Brejnev, où c'était très tendu. Mais c'était pas du tout comme on voit dans les films de James Bond. Hein. Ça n'a rien à voir. C'était une question. À la fin de l'époque Brejnev, c'était déjà l'écroulement de l'URSS. Et un qui était au courant de ça, c'était Gorbatchev, qui était secrétaire chargé de l'agriculture. Donc il avait bien vu lui que ça tournait mal et que ça pourrait pas tenir longtemps. Donc il y a eu la deuxième imposture qui s'appelle la perestroïka, qui en vérité, alors ici ça a été salué avec des chansons absolument les plus débiles possibles, qui était en vérité la dernière tentative de sauver l'URSS. Et s'il n'y avait pas eu la perestroïka, est-ce qu'il était nécessaire pour l'URSS de se débarrasser de la Géorgie, de l'Arménie, de la Biélorussie, de l'Ukraine, qui faisait quand même partie intégrante. En fait, la Russie est née à Kiev, en fait. Oui. Donc, alors, pourquoi ont-ils fait ça? Est-ce que c'était une nécessité politique et économique ou une réaction d'épiderme, en quelque sorte, lors de l'effondrement des structures de l'Empire soviétique? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, non seulement la Russie s'est pas débarrassée de ça, ce sont les autres qui ont voulu partir. Oh, c'est pareil. C'est pas du tout. Parce que Enfin, sauf la République de l'Asie centrale, quand même, hein, voilà. qui voulait rester. Hein. Bon, et d'ailleurs actuellement, enfin, Romain va en parler probablement aussi, il y a un projet qui a bien avancé, d'union douanière et commerciale entre le Bélarus, la Russie et le Kazakhstan, auquel voudrait s'inclure l'Ukraine, mais qui ne répond pas aux critères actuels. La perte du Caucase, notamment, c'est pas tellement la Géorgie qui était regrettée, mais c'est plutôt l'Azerbaïdjan. La perte du Caucase, ça a été assez mal vécu. Parce qu'évidemment... Ah oui, il y avait beaucoup de plages magnifiques. Il y a toujours. Elles sont toujours là, hein. Toujours. Oui, mais il y a moins de Russes. Maintenant, ils vont en vacances ailleurs, ils vont en Thaïlande, etc. Bon, donc ça, et c'est pourquoi j'en ai parlé tout à l'heure assez brièvement, il y a ce concept d'étrangers proches et d'étrangers lointains. C'est-à-dire que les anciennes républiques soviétiques sont considérées par Moscou comme... C'est pas des pays étrangers vraiment, c'est l'étranger proche. C'est-à-dire l'Ukraine, les Baltes, etc. Bon, alors certains. Mais les relations sont quand même tendues entre l'URSS et l'Ukraine. Il n'y avait plus d'URSS, mon ami. Entre la Russie et l'Ukraine. Pardon? Entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez raison, je n'ai pas l'heure. Bon, ça dépend des périodes. Bon, la révolution soi-disant orange et puis Timochenko, ça a évidemment créé des tensions au niveau politique. Timochenko, non? Elle y est bien. Elle y est bien? Très bien, on n'a pas besoin d'elle. Pitié pour les femmes, parce que les blondes. Bah celle-là, oui. Bon, passons. Donc, il ne faut pas oublier quand même que l'Ukraine a sur son territoire d'énormes complexes au niveau de la sidérurgie. Oui. Hein, surtout à Dniepropetrovsk. C'est surtout agricole, l'Ukraine, non? Pas du tout, il y a les deux. Il y a des villes, le nord, du côté polonais, c'est assez agricole. Le sud, c'est très industriel. C'est là qu'il y a le charbon, Donetsk, Dniepropetrovsk. Ce sont des régions hyper industrielles. Bon, l'Ukraine a récupéré un outil qui datait de l'époque soviétique, qui était en très mauvais état. Mais la semaine dernière, ils ont inauguré la plus grosse usine sidérurgique qui va produire des aciers, des métaux qu'on ne sait plus faire ici et que même Monsieur Mittal n'arrive pas à faire en Inde. Donc la perte de l'Ukraine a été une perte considérable sur le plan économique pour la Russie. Surtout pour l'industrie militaire russe. Il n'y a plus l'Union soviétique, c'est terminé. Bon, voilà. Mais pour la Russie. Il ne faut pas oublier que le territoire actuel est inférieur à ce qui était l'Empire russe avant 1917.
Et imaginez, par exemple, que d'un seul coup, on perde toute la région Aquitaine. Vous imaginez la France avec des migrations. Il n'y a pas que ça, les industries aéronautiques de Bordeaux et compagnie. Donc, c'était un traumatisme de perdre des territoires qui avaient été développés même avant l'époque soviétique. Hein. Donc, de se retrouver dans un territoire qui s'appelle la Fédération de Russie, mais avec des pertes d'accès à la mer, des choses comme ça, c'était assez traumatisant. Et c'est pourquoi, bien que l'Occident vomisse à qui mieux sur Yeltsin, sur Poutine et compagnie, cette mutation, cette perte de territoire et de population, avec des migrations dont on n'a absolument pas idée, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de guerre civile, il n'y a pas eu de flux de réfugiés comme on a pu connaître ça lors des indépendances ou nous-mêmes avec l'affaire algérienne des années 60. Donc, ils ont bien géré ça. Même Yeltsin a bien géré au début de cette mutation, de façon à ce que ça soit pas l'éclatement total. Sans quoi, il y a des régions qui auraient dit, nous, on veut plus rien entendre parler de Moscou, on est autonome, etc., etc. Et comme c'est une fédération, il y a des régions qui sont beaucoup plus dynamiques les unes que les autres et qui auraient très bien pu dire, écoutez, vous êtes bien gentil à Moscou, mais on est à 7000 km, on veut plus entendre parler de vous. Ça s'est pas produit, ça. Donc il n'y a pas eu de velléité indépendantiste au sein même de la Russie. D'une certaine autonomie, je suis bien placé pour en parler avec le Tatarstan, ça s'écrit T-A-T-A-R-S-T-A-N. Parce que personne... Vous avez un aspect un peu asiatique. Là, pas du tout. Et de toute façon, vous disiez que la Russie était moitié européenne, moitié asiatique. Ah, non, vous avez raison, la moitié les Russes ont souvent des yeux en Hollande, hein, j'ai remarqué ça, au moins un œil en tout cas. Donc... on peut penser que leur vocation asiatique est bien affirmée. Mais je reviens à ça, parce que c'est quand même un énorme traumatisme que de perdre un ensemble qui était historiquement le siège, en quelque sorte, du programme, avec ce que vous venez de rappeler, non seulement les immensités agricoles, qui quand même contribuaient largement à l'alimentation de l'ensemble, mais également des capacités industrielles tout à fait remarquable. Je m'étonne. D'abord, nous, Européens, nous ne réalisons pas du tout. On voit ça comme si nous perdions la Corse. Et encore, si nous perdions la Corse, en passant. Mais c'est quand même un phénomène géopolitique colossal. Colossal. Mais oui. Ce que je voudrais ajouter suite à ce que dit Pascal, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la chute de l'URSS est encore un sujet de débat politique en Russie. C'est-à-dire que dans la société russe, ce n'est toujours pas derrière. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses. Premièrement, on a mis des frontières là où il n'y en avait jamais eu, et notamment au milieu des familles. Je suis bien placé pour en parler, étant donné que mon épouse est biélorusse. Elle avait l'une de ses sœurs qui étudiait en Ukraine à l'époque, qui est devenue ukrainienne du jour au lendemain, et ses deux frères et sœurs sont devenus russes, eux aussi, du jour au lendemain, parce qu'ils avaient été nommés pour travailler à Smolensk. Donc ça c'est un point qui est dans toutes les familles russes, qui est très personnel, et qui fait un déchirement, et que un citoyen russe, par exemple, ne digérera jamais le fait de présenter son passeport à la frontière à un douanier ukrainien. Ça c'est un truc qui encore maintenant ne passe pas chez beaucoup de gens. Ça c'est un fait psychologique, politique réel. Je pense que si les Bordelais présentaient un passeport à la frontière de la France, ça ferait mal. Effectivement. Et deuxièmement, il regrette cette époque donc où on était dans un espace donc unifié et gigantesque, donc où on était respecté. Parce que l'URSS, voilà. Et puis deuxièmement, parce que pour beaucoup, parce que aussi en matière d'économie, c'était cohérent, et notamment dans l'industrie militaire qui a beaucoup souffert de cela, parce que une grande partie de l'industrie militaire soviétique avait une jambe en Ukraine, une jambe en Russie, une jambe en Biélorussie, et donc tout ça a été désorganisé du jour au lendemain. Et enfin, il y a eu un traumatisme politique dans le fait qu'on s'est retrouvé avec des conflits un peu partout, avec des concitoyens russes ethniquement qui se retrouvaient embarqués dans des conflits nationaux. Je pense notamment
dans le Haut-Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans les républiques d'Asie centrale où les Russes sont pris à partie entre les Ouzbeks et les Kirghizes dans certaines villes du sud de la Kirghizie, des migrations de citoyens ethniquement russes qui ont dû revenir dans la mère patrie et qui des fois se sentent étrangers dans leur propre pays. On va revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, comme économiste, continue à me stupéfier. Je crois que c'est l'heure du culbuto, je crois, non? Et donc, il faut que vous preniez Madame, faites donc votre office, comme on disait autrefois. C'est vous qui devez présenter cette histoire de déjeuner, maintenant? Mais non. Pas vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal d'Yves-Marie Laulhan, qui reçoit Monsieur Pascal Masse, expert du monde russe soviétique depuis 30 ans, ex-conseiller du représentant du Tartarstan en France, et Monsieur Romain Bessonnet, secrétaire général du Cercle Aristote, pour parler de la Russie. Bon, Monsieur Masse. Pour conclure avec cette opération de familles divisées, etc., le cas le plus tragique, c'est la République de Lettonie. De Lettonie. Lettonie. Oui. Où l'ex-présidente, Madame Freiberga, qui était d'origine lettonne mais ayant vécu au Canada toute sa vie, a fait la chasse aux Russes. C'est-à-dire, a fait promulguer des lois où on devait parler le letton, et ça allait même jusqu'à faire des quotas de musique dans les boîtes de nuit. Et elle a réussi à créer un statut, c'est-à-dire pour les Russes qui habitaient en Lettonie, qui étaient nés en Lettonie, pour la plupart, dont la plupart étaient nés en Lettonie, c'était soit choisir le statut de letton ou le statut de russe. Et elle a réussi à créer un statut encore pire qui s'appelle l'apatride. C'est-à-dire que moi, dans mes amis proches, une dame qui pouvait pas quitter Riga, parce que si jamais elle quittait Riga, il fallait d'abord qu'elle demande l'autorisation de quitter le pays. Madame Freiberga, très bien. Et elle n'était pas sûre de pouvoir revenir, parce qu'elle était alien. Alors en plus, c'est un mot américain, alien. Donc, elle était ni russe ni lettonne. C'est-à-dire qu'elle pouvait pas aller voir sa fille à quelques kilomètres, parce que sinon, elle n'était pas sûre de pouvoir rentrer chez elle. Donc ça, c'est une chose qui est réelle, dont on n'a jamais parlé ici. Et même, il était même question que Madame Freiberga soit présidente de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Elle était soutenue par notamment des intellectuels français. Donc c'est cette femme-là qui a créé des tensions avec le déménagement des monuments, de refuser de célébrer le 9 mai, etc., etc. Il y a des personnes venues de l'étranger qui ont créé artificiellement des tensions interethniques dans des endroits dont on ne parle jamais. On a toujours parlé de la Tchétchénie, du Daghestan, etc., etc., parce qu'évidemment ils se tiraient dessus. Mais que ce soit à Riga ou à Vilnius, il y avait des choses comme ça, la chasse aux Russes, c'est-à-dire de parler le russe dans une administration, on vous regardez avec un drôle d'œil. Alors, donc, il y a des quartiers en France où on fait la chasse aux Français qui parlent français. Enfin, bon, on n'en est pas. Je pense pas que ce soit... Mais non, pour en venir aux choses sérieuses, je dois dire que, en vous écoutant, je conçois une immense admiration pour ce peuple qui a réussi ces déchirements et ces traumatismes sans massacre de masse, sans des révolutions, mais au prix évidemment de drames personnels innombrables dont on ne parle jamais. Ce qui implique quand même une capacité de résistance et de lance exceptionnelle. Ça, il faut tirer son chapeau, parce qu'en France, chaque fois qu'il y a une dame qui s'en va vendre de la coke au Mexique, on en fait des histoires épouvantables, mais la Russie a supporté 1000 fois pire. Et elle l'a fait sans bruit, sans larmes, sans éclat, et il faut en rendre hommage à la fois à l'estime et surtout à Poutine. Oui. Je mettrai une photo de Poutine sur ma table de nuit, à côté de celle de ma jument préférée. Alors, vous avez mentionné Boris Yeltsin. Bon, contrairement à beaucoup de nos compatriotes, moi j'ai beaucoup d'estime pour lui. Ah, moi aussi. Parce que c'est lui qui a empêché justement ce débordement qui aurait pu aboutir à des massacres par millions. Je dis bien par millions. Hein. Il a réussi à empêcher ça. Il y a quelque chose qui est bien sûr passé sous silence quand on parle de lui, c'est que lorsqu'il a quitté le pouvoir volontairement le 31 décembre 1999, il a fait un discours qui avait été repris d'ailleurs, qui avait été traduit par la pensée russe. La pensée russe. Et
dans lequel il présentait ses excuses à son peuple pour les souffrances qu'il lui avait fait subir. Rien que cette phrase, elle est à méditer, je crois, dans toutes les cours de Sciences Po et dans certains gouvernements. Ça, je crois, oui. On la fera prononcer par les anciens présidents de la République lorsqu'ils quittent le pouvoir de faire des gestes théâtraux. Mais je crois que Madame Joëlle Anne Robert a entre les mains quelques papiers précieux qu'elle va bien vouloir nous lire d'une voix haute et intelligible. Oui, je vais essayer. Alors, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal d'Yves-Marie Lauland qui reçoit Monsieur Pascal Mas et Monsieur Romain Bessonnet pour parler de la Russie. D'aujourd'hui, madame, pas d'il y a 30 ans, 50 ans ou 100 ans. Très bien. Ah. Alors, une auditrice, elle n'a pas dû comprendre votre humour, à mon avis. Enfin, Monsieur Lauland, pour la première fois, vous me décevez beaucoup. Votre comportement à l'égard de Poutine est celui d'un anti-politiquement correct. D'un quoi ? Merci pour ceux qui défendent Poutine. On aimerait bien avoir un chef d'État comme lui en France. Mais chère madame, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit ou laissé entendre. J'admire Poutine, surtout quand il va à la pêche aux amphores. Bon. Mais il n'y a pas que ça parce que... Une auditrice, je ne veux pas entendre parler de la Corse de cette manière. La Corse a produit des hommes de grande valeur et de grands avocats ténors du barreau. Ça, c'est sûr. La France, en ce moment, ne peut pas en dire autant. Bon, moi, je croyais que la Corse était encore La Corse, la dame, elle a raison. Vive la Corse. Voilà. J'y vais très souvent. Une auditrice, j'écoute avec délectation l'émission de Monsieur Lauland et je veux témoigner qu'en qualité de professeur d'histoire au lycée Gorbatchev, Gorbatchev apparaît comme le Messie ouvrant la voie aux réformes tant indispensables à la renaissance de la Russie. Merci d'avoir replacé le rôle de cet homme dans la chute de l'URSS. Recevez mes vives salutations. Je veux rebondir là-dessus parce que on a laissé passer sous silence. On a vanté donc Poutine, qui effectivement est un homme, je pense, assez plutôt exceptionnel, mais on oublie qu'une des grandes victimes de l'histoire, un peu comme Louis XVII ou Louis XVI, c'est quand même Gorbatchev, qui a été réduit à se réfugier aux États-Unis, alors qu'il a été quand même à l'origine d'une révolution pratiquement sans qu'il y ait un écrasement d'une partie de la population par l'autre. Donc là, moi je partage, je vois que vous faites des signes de dénégation, mais vous avez tort. Et parce qu'on a toujours tort contre moi, j'admire Gorbatchev. J'apporterai un petit bémol quand même. Mais oui, j'espère. On est là pour discuter. Hein. Messieurs, intervenants très intéressants, j'aimerais savoir si la Russie est en mesure de mettre sur pied une véritable industrie en dehors de la production des matières premières, ou bien va-t-elle, comme la plupart des pays arabes, se contenter de vivre de la rente gazo-pétrolière ? Et un autre auditeur, messieurs, c'est très bien d'être russophile, mais n'oubliez pas que les pays baltes ont de bonnes raisons de se méfier des Russes qui les ont massacrés. Oh, ils ont été protégés. Enfin bref, passons. On vous écoute, messieurs. Réponse en ce qui concerne l'industrialisation, ça fait partie justement du plan de modification, de transformation de l'économie russe, de façon à s'émanciper justement des matières premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, effectivement, la Russie pourrait être comparée à un pays du Golfe qui vit de ses ressources gazières et pétrolières. Mais il y a d'énormes chantiers. Je vais parler par exemple de la construction automobile avec la grande usine de Togliatti qui a été reprise par Renault et Nissan, et qui construit l'ancienne usine Lada, et qui construit maintenant des voitures pour le marché intérieur et pour l'étranger proche. Et il y a des industries, au Tatarstan, il y a par exemple Kamaz, qui est le fabricant de camions, qui gagne chaque année le rallye Dakar. On n'en parle pas ici, on sait même pas comment ça s'écrit, mais ces véhicules-là sont exportés en Afrique et dans beaucoup de pays parce qu'ils sont de très bonne facture. L'industrie
l'industrie aéronautique est en complète refonte. Réorganisation. Ils produisent des modèles, me dit-on, remarquables. Absolument, bien sûr. Il y a le Superjet Tupolev qui est sorti l'an dernier, notamment. Par contre, les fusées retombent sur Terre trop vite, mais enfin bon, rien n'est parfait. Enfin, quoi qu'il en soit, les fusées Korolev, elles fonctionnent depuis 40 ans et ça marche pas mal quand même. Bon, donc... l'un des objectifs, et ça se fait pas en quelques jours, l'un des objectifs de Poutine et de Medvedev, c'est de diversifier la production de richesses. Alors, en modernisant l'agriculture, en mettant l'accent maintenant sur des produits de consommation, ce qui n'avait jamais été le cas. Avant, c'était on appelait ça le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire que c'était tout pour l'armée et puis pour les privilégiés du régime. Et donc maintenant, il y a des projets touristiques, il y a des projets d'aménagement du territoire de la Fédération de Russie qui ont pour objectif de ne pas dépendre des cours du pétrole et du gaz, de façon à ce que la Russie puisse à la fois s'auto-suffire en matière de produits alimentaires agricoles, et aussi en biens de consommation courante. Donc là, le travail est en cours, mais ça ne se fait pas. C'est pas un pays comme ça qu'on réforme en 10 jours. Alors, donc ça, c'est sur une décennie, et ils avancent à un rythme extraordinaire. Alors maintenant, je peux pas laisser passer que Gorbatchev est un héros. C'est une des pires crapules que la Russie ait connues. Monsieur, c'est comme si vous disiez que le pape est l'antéchrist. Vous avez été endormi par cette propagande complètement gnangnan de l'intelligentsia française qui a considéré que c'était un homme formidable. Il a ruiné des millions de retraités avec ses réformes sur les grosses coupures. Il a essayé de faire tenir un truc qui marchait plus. Il a même pas même pas rendu compte en août 91 que c'était ses proches qui étaient prêts à le destituer. Et il a retardé de 10 ans la transformation de la Russie. Monsieur Maas, je m'étrangle d'indignation en vous écoutant, parce que je vous ignorais, mais on va revenir sur le sujet, le fait que le passage d'un monolithe communiste, comme avant la période de Gorbatchev, à une période de transition, c'est un cataclysme à la fois sur le plan des structures institutionnelles, de la politique, de l'armée, de tout. Donc je vous mésestimez les capacités de M. Gorbatchev à faire en sorte que cette transition effroyablement difficile, inimaginable, se soit effectuée dans des conditions à peu près normales, mais encore que c'est essentiellement sous Elstine qu'on en a vu effectivement l'écrasement du Parlement rebelle. Monsieur, est-ce que vous allez me donner raison? Auquel cas, je vous donne la parole. Oui. Si vous me donnez tort, je serai obligé de la retirer, évidemment. Je vous donne partiellement raison. Partiellement, parce que... C'est bien. Premièrement, les Russes donneront toujours au crédit de Gorbatchev deux choses. La liberté de circulation et la liberté de religion en 88-89. Oui. Ça, c'est calculé. Tout le reste, pour eux, est acheté au panier, par contre. Premièrement, je voudrais vous rappeler que Gorbatchev, à partir de 90, quand il parle à la télévision, les gens changent de chaîne. Quand il parle à la radio, les gens éteignent leur radio parce qu'ils n'en peuvent plus. Gorbatchev est quelqu'un qui parlait beaucoup, qui agissait très peu. Il n'a pris aucune mesure de réforme de structure de l'économie russe parce qu'il en était incapable. C'était son ancien Premier ministre Valentin Pavlov qui disait que dès qu'il fallait prendre une décision, plus le jour de la décision arrivait, plus il y avait de place entre le stylo et le papier. Il a laissé des situations s'envenimer parce qu'il pensait à son prix Nobel de la paix plus qu'aux intérêts de l'État. Je pense notamment au conflit du Haut-Karabakh qui aurait pu être réglé en 3 mois et qui n'est plus là, et qui n'est pas depuis 20 ans parce que aucune décision n'a été prise à l'époque, notamment dans le domaine donc de l'envoi de l'armée soviétique. On a envoyé des contingents sans ordre sur place qui se sont fait prendre à partie par les uns et les autres parce qu'on ne voulait décider de rien. Ça c'est ce que l'on reproche beaucoup à Mikhail Sergeyevitch, et notamment aussi le fait qu'il a mis bas les armes, il a fait évacuer les troupes soviétiques d'Allemagne de l'Est et du pacte de Varsovie sans exiger la dissolution de l'OTAN en face. Il aurait dû effectivement envahir le Luxembourg pour montrer que
l'URSS est toujours bien. Bon, je crois qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Votre éloge de Gorbatchev me touche beaucoup. Je pense que vous êtes victime, si je me permets de vous le dire, vous êtes victime de certains de nos historiens d'aujourd'hui qui jugent de la Révolution française avec les préjugés, les idées, les comportements d'aujourd'hui. Autrement dit, toujours rétroactivement, de porter des jugements négatifs sur certains grands hommes. Et je persiste à penser que Gorbatchev a joué un rôle éminent et qu'il l'a fait dans des conditions effroyablement difficiles, dont il a été lui-même la victime d'ailleurs. Madame, vous avez des tas de petits papiers qui brûlent entre vos yeux, devant vos yeux et entre vos mains fragiles, là. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le livre-journal d'Yves-Marie Lolland, et il y a 3 messages. Monsieur Gorbatchev a le mérite d'avoir préparé et permis le démantèlement de tout le bloc communiste de l'Est. Je crois qu'on en a assez parlé. Bravo. Un auditeur, je voulais réagir au sujet de la situation des Russes vivant en Lettonie. Si j'ai beaucoup de sympathie pour le peuple russe, je ne peux pas oublier le lourd tribut humain qu'ont souffert les Baltes de la part des autorités soviétiques. Et une auditrice, la Russie est aussi la seule capable d'acheminer des denrées et de pourvoir au remplacement des astronautes qui sont dans la Station spatiale internationale. Oui, parce qu'il faut bien amener des croissants là-haut, et seuls les Russes peuvent faire ça, on est d'accord. Bien, mais je vois qu'une auditrice de bonne raison, j'adore ça, j'aimerais que vous interveniez plus souvent. Mais ceci étant, il y a quand même un point important que je voulais soulever devant vous, avant que malheureusement cette émission s'achève, c'est le problème de l'opposition à Poutine. Alors, est-ce que l'opposition, dont on parle beaucoup, on la voit sur les écrans, des jeunes gens fort habillés, des jeunes filles moins habillées, etc., est-ce que elle a un programme? Est-ce qu'elle a des structures? Est-ce que c'est vraiment une alternative à Poutine? Voilà la question. Que l'on soit net, d'abord, de quelle opposition parle-t-on? Parce qu'en Russie, il y a au minimum 2 voire 3 oppositions. La première, c'est l'opposition institutionnelle présente au Parlement, qui est composée de 3 partis. Le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui est le premier parti d'opposition, qui aux dernières élections a fait un peu moins de 20%, si ma mémoire est bonne. Le deuxième, c'est le Parti libéral-démocrate de Zhirinovsky, qui est un parti fantoche qui en fait est une PME de Vladimir Zhirinovsky, qui vend ses mandats au plus offrant, donc ses mandats de député au plus offrant. Et puis nous avons enfin le parti Russie Juste, qui était un ancien parti, enfin qui est les décombres du parti Rodina, qui était grosso modo l'aile gauche et patriotique de Vladimir Poutine, et qui a décidé un jour de se réveiller dans l'opposition lorsque l'ambassade américaine leur a donné un budget de $30,000 par mois. Ça c'est une première opposition. La deuxième opposition, c'est l'opposition non institutionnelle, celle qu'en Allemagne on appelait opposition extra-parlementaire dans les années 60. Et là, on a un conglomérat de groupuscules et de forces politiques qui ne représentent en général qu'eux-mêmes, mais qui ont un avantage, c'est que dès qu'ils vont dans l'ambassade américaine, à l'ambassade suédoise ou à l'ambassade d'Allemagne, on leur donne un budget pour aller sur les ondes et dire Poutine est un fasciste et un dictateur. Et pour certains, dire Poutine est un sale communiste, ça c'est le cas des gens de l'aile libérale, comme Nemtsov ou Novodvorskaya, ou de dire Poutine est un fasciste. Donc ce n'est pas une alternative. Comme Seudaltsov. Il faut qu'on aille vite parce qu'on n'a plus qu'une minute. Je vous en prie, monsieur. Alors, l'opposition dont parle... Une minute, hein. Oui. Dans l'opposition dont parle Romain, c'est une espèce de fatras où on trouve de tout. Des ultranationalistes, des féministes, ce pauvre Kasparov qui est plus connu pour ses résultats aux échecs que pour ses convictions politiques. Et son passeport américain. Et donc c'est n'importe quoi. C'est comme si nous en France on avait contre Monsieur Hollande, on avait l'UMP allié avec Madame Le Pen, allié avec les Verts, allié avec les identitaires, les royalistes. Enfin c'est n'importe quoi. Donc ces gens piaillent devant les caméras. Il y a bien souvent dans leurs manifestations, il y a plus de journalistes et de policiers qu'il n'y a de manifestants. Voilà, en plus.
Et ils représentent vraiment rien. Et en plus, ils sont visibles à Moscou, un peu à Saint-Pétersbourg, mais dans le reste de la Russie, tout le monde s'en fout, mais complètement. Les soi-disant manifestations, à Rostov-sur-le-Don, c'était 20 personnes. Je crains, merci beaucoup. Mais écoutez, je crois que cette émission s'achève. Je persiste à dire, d'abord, je vous remercie. Et qu'à dire que la Russie, quand même, reste un grand pays, qu'il mérite notre affection et notre admiration. Voilà, je vous remercie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal d'Yves-Marie Lauland, assisté de Joël. Cette émission a été diffusée en direct le mercredi 24 octobre 2012 de midi à 13h30 et sera rediffusée l'après-midi de 16h à 17h30 et le jeudi 25 octobre dans la nuit de minuit à 1h30. Elle a été réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.